Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied, c'est Seb et je vous retrouve pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes, numéro 214, à quelques heures des festivités de Noël. Nous sommes lancés dans cette semaine un petit peu marathon avec des repas de fête, des réunions de famille et je pense quand même un petit peu d'activité physique de façon à faire passer et digérer ces repas un petit peu plus copieux. Cette fin d'année, c'est également l'occasion de jeter un œil dans le rétro, de faire un bilan de ce qu'a été votre année sportive. C'est ce que je vous proposerai la semaine prochaine à travers un épisode en solo, dans lequel j'aborderai également mes perspectives sportives pour l'année 2024. Avant cela, je vais passer à la présentation de mon dernier invité de l'année 2023, en la personne de Guillaume Lalu. Ce nom vous parle si vous êtes comme moi amateur de podcasts qui traitent de course à pied, de trail et de belles histoires. Guillaume a créé son podcast sensiblement à la même période que moi, sur l'année 2020, au moment du Covid. Il était dans une maturation relativement longue avec cette envie de transmettre et d'aborder la course à pied par sa dimension humaine, par des histoires. Son podcast Course épique, c'est un invité, une course et une histoire hors du commun. Derrière son micro, Guillaume accueille des athlètes élites, mais également des anonymes passionnés qui viennent partager un parcours de vie, un moment de course mémorable, des victoires avant tout. Avec Guillaume, dans cet épisode, nous entrons dans les coulisses du podcast Course épique, de la création des épisodes à sa ligne éditoriale, en passant également par son activité sportive. Alors merci Guillaume d'avoir accepté l'invitation du podcast À côté de mes pompes, de passer de l'autre côté du micro. Et pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas encore le podcast Course épique de Guillaume, vous le retrouverez chaque mercredi sur les plateformes d'écoute. Pour ma part, il est temps de vous souhaiter de passer de très belles fêtes de Noël, partager ces moments avec vos proches, avec votre famille ou vos amis, en ayant bien évidemment une pensée pour les personnes qui seront seules sur ces périodes de fête, seules parce qu'elles travaillent, parce qu'elles sont malades, parce qu'elles sont isolées. Il ne faut pas les oublier. Et je vous laisse profiter de la course épique de Guillaume Lalu. C'est le nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes. Bonne écoute à vous. Salut, c'est Guillaume de Course épique. J'ai le plaisir aujourd'hui d'être dans le podcast À côté de mes pompes et je vais vous raconter notamment l'envers du décor de mon podcast Course épique. Alors bienvenue Guillaume dans cet épisode un petit peu inversé. Aujourd'hui c'est toi qui vas être à te livrer au micro de mon podcast À côté de mes pompes. Je te remercie tout d'abord d'avoir accepté l'invitation parce que Course épique est un podcast que j'écoute, mais on ne te connaît pas plus que ça. Donc pour mes auditeurs, mais également pour les auditeurs de Course épique, eh bien, tu vas te livrer un petit peu plus aujourd'hui. Donc, sois le bienvenu. Merci beaucoup, Sébastien, c'est un plaisir. Est-ce que tu peux nous donner quelques petits éléments chiffrés ? Est-ce que tu as un héritage, on va dire, sportif assez long ? Quel est ton métier ? Est-ce qu'aujourd'hui, le podcast est ton activité première ? Derrière, est-ce que tu as exercé d'autres professions avant d'être podcasteur ? Alors oui, le podcast aujourd'hui, c'est mon quotidien. Je travaille H24 sur ces sujets-là et c'est donc mon gagne-pain. Plus que ça, hein, c'est une passion avant d'être un boulot et c'est un peu la chance autour de ce projet-là de Course épique qui est devenu un projet de soir et week-end, un projet passion qui est devenu aujourd'hui mon job à temps plein mais qui est resté cette passion. Donc ça, c'est une chance infinie, un privilège incroyable. C'est beaucoup de boulot mais c'est avant tout beaucoup de plaisir. Donc Course épique, effectivement, c'est un petit bébé du confinement, 3 ans et demi aujourd'hui. Et avant ça, moi j'ai commencé dans la musique, qui est mon autre grande passion. Donc j'ai bossé en maison de disques, ça a été mon premier job pendant 7-8 ans. La musique est encore très très présente dans mon quotidien. Je pense que j'écoute de la musique 8 heures par jour à mon avis. Et au-delà de ça, j'ai après dérivé vers des métiers plus du digital. Je voulais découvrir tout cet univers-là, donc au début des années 2000, mi-2000 on va dire. Et donc j'ai commencé à travailler dans des agences sur des problématiques de communication, des problématiques marketing que se posaient des grands comptes, donc dans divers secteurs d'activité, sur des stratégies de communication et sur des façons d'exécuter ces visions.
Et donc ça m'a, je pense, aussi pas mal aidé dans la conception de Course Épique et puis dans la relation aujourd'hui que j'ai avec des partenaires sur comment on peut collaborer, essayer de comprendre un peu comment enlever le caillou qu'ils ont dans leurs chaussures et comment Course Épique peut y contribuer à sa hauteur. Comment tu as mené ce que tu appelles ce projet Course Épique? Pourquoi, à ce moment-là, au moment du confinement, Course Épique a vu le jour? Quelles étaient tes envies, ta motivation à lancer un podcast sur les différentes plateformes d'écoute? Alors en fait, c'est un cheminement qui a été relativement long, c'est-à-dire que j'avais quand même quelque part en tête depuis à peu près un an, je pense, cette envie de raconter, en tout cas de mettre en œuvre quelque chose autour de la course à pied. L'expression n'était pas clairement définie à ce moment-là. Et un beau jour, je me suis dit que le podcast finalement présentait des barrières à l'entrée assez faibles d'un point de vue technique, donc c'était assez facile de s'y essayer. Et donc voilà, j'ai un peu vu la lumière. Je me suis dit que c'était ce sujet-là que j'avais envie d'embrasser, et ce médium-là en tout cas pour le faire, et avec surtout un angle que j'avais envie de mettre en avant, qui était raconter des belles histoires, raconter la course à pied sous le prisme des émotions et pas forcément sous un prisme très technique, conseil, performance, mais plutôt montrer tous les visages de la course à pied. Moi, ce qui me fait vibrer sur une ligne de départ et sur une ligne d'arrivée, c'est les premiers comme les derniers. Donc c'est vraiment ça que j'avais envie de mettre en avant, et je trouvais qu'il y avait une place pour ça, que c'était pas adressé. Donc c'est comme ça que le projet est né. Après, je l'ai vraiment imaginé Course Épique comme une marque dès le début. Donc il se trouve que c'est un podcast, mais je l'ai toujours envisagé comme une marque avec une identité, avec une mission, des valeurs, etc. Enfin vraiment, j'étais dans un peu cet héritage-là, des formations professionnelles qui, je pense, me sert aussi pour aujourd'hui essayer de développer un peu le podcast sur d'autres canaux. Et donc voilà, donc il y avait cette idée de se dire que c'était finalement accessible d'un point de vue technique. Et par ailleurs, je bossais à ce moment-là dans une startup. J'étais déjà d'une startup dans le digital, et il y avait une approche très décomplexée un peu en mode plein de petits hacks, tenter des choses, on essaye, on itère, c'est pas parfait, on y va quand même. Donc c'est un peu ce qui m'a aidé, je pense aussi, et je dois aussi beaucoup à la fondatrice de cette boîte, ce côté un peu décomplexé de tenter les choses, de pas avoir peur du jugement, parce que c'est quand même un sacré saut en avant. C'est assez confortable d'être derrière un micro parce que c'est la façon la plus discrète de s'exposer finalement initialement. Donc moi, ça m'allait plutôt bien. Mais ça reste quand même un saut, et forcément on s'expose à des oreilles, à des potentiels critiques, des avis, des jugements, et il faut quand même faire le pas. Et quand même on n'a pas l'ambition d'être écouté par des milliers de personnes, il y a quand même un petit truc qu'il faut à un moment débloquer, c'est de la prise en parole en public, et c'est jamais un exercice très simple. Donc voilà, ça m'a un peu décomplexé toutes ces périodes-là de ma vie où on tentait pas mal de choses dans ce cadre professionnel. Donc ça m'a un peu donné l'ultime coup de collier, tu vois, le coup de talon pour lancer le projet de façon assumée et sereine. J'avais mon premier invité tout de suite en tête, donc tout ça s'est mis en place, le logo, le nom, la description, et ce que je voulais en faire, ça s'est mis en place en quelques heures, en 2 heures de temps, je pense. Est-ce que tu imaginais déjà les différentes phases, les évolutions du podcast Course Épique tel qu'il est aujourd'hui, avec la monétisation, la possibilité d'aller chercher donc des athlètes de renom, d'aller également participer à d'autres projets sur d'autres podcasts? Ou est-ce que tu étais dans une vision, tu l'as dit, un petit peu décomplexée, avec une tentative? On voit ce que ça donne, et malgré tout, j'aurais franchi cette étape-là, parce que de mon côté, ce que j'avais déjà évoqué dans différents épisodes, c'est cette crainte, cette peur d'appuyer sur le bouton enregistrer. Une fois qu'on l'a fait, c'est beaucoup plus simple derrière. Écoute, ça a été, on peut toujours se méfier de ces discours a posteriori, mais moi c'est le cas. J'avais aucune ambition particulière pour Course Épique, de même soupçonner que ça puisse être un jour une possibilité de gagner ma vie. Je pense que le marché du podcast était moins mature qu'il l'est aussi aujourd'hui, même si il y a pas si longtemps que ça. Le marché c'est quand même pas mal structuré. Il y a encore beaucoup de chemin il y avait beaucoup d'éducation à faire sur le podcast, mais c'était insoupçonnable, et puis c'était clairement pas l'ambition pour moi. C'était de me dire, si quelques personnes écoute le podcast, c'est déjà amplement suffisant. Ce qui compte finalement, c'est que ces histoires prennent vie, qu'elles soient audibles, qu'il y en a une trace. Donc c'était vraiment ça la première ambition du podcast. J'ai su tout de suite en terminant l'enregistrement du premier épisode que j'avais qu'une envie, c'était de
préparer le prochain. Donc ça, c'était un super signal. Et c'est vrai qu'on le sait, toi aussi, aussi bien que moi, c'est pour le coup, c'est l'ultra-endurance, le podcast. C'est-à-dire que la récurrence, la régularité est quand même un gros sujet. Donc il y a quand même beaucoup de podcasts qui sont abandonnés au bout de 6, 8, 10 épisodes. Donc voilà, entretenir la flamme sur la durée, sur des formats hebdomadaires, voire plus, c'est vrai que c'est un gros challenge. Mais j'ai senti dès ce premier épisode que c'était... je me sentais prêt pour ça et que j'avais envie, et cette envie-là, elle s'est pas évanouie avec le temps. Au contraire, elle s'est amplifiée. Et donc voilà. Et après, sur la monétisation, ça n'a pas été évident tout de suite. Ça n'a même pas été envisagé de toute façon. Et puis, je suis rentré dans une régie qui s'appelle Acast, donc qui a la possibilité de commercialiser en fait les espaces publicitaires de course épique au même titre que moi je peux le faire de mon côté. Donc chacun fait un peu ce qu'il a à faire. Et si tu veux, un été, j'ai une campagne, donc c'était l'été 2021 je pense, une campagne, puis une deuxième, et là je me suis dit ok, là il y a quand même quelque chose qui se dessine, qui pourrait être si ce qui s'est passé à ce moment-là se reproduit le mois d'après, le mois suivant, ça peut potentiellement devenir quelque chose d'intéressant. Donc c'est incomparable avec le niveau de vie que je pouvais avoir avant, mais en tout cas c'est des opportunités qui, en tout cas le ratio plaisir accomplissement / niveau de vie trouvait beaucoup plus de sens dans cette vision-là. Donc j'ai commencé à me dire ok, consacre-toi à 100% à course épique, ce qui n'était pas tout à fait mon cas à ce moment-là encore. J'ai eu en gros 6 mois de transition où je faisais des missions de conseil à droite à gauche sur des sujets de marketing, communication, réseaux sociaux pour des marques ou des agences, et j'ai mis ça de côté parce que c'était un peu schizophrène pour moi. J'avais vraiment, mon cœur m'appelait sur course épique et il fallait que je tente le tout pour le tout, tu vois, et que je m'investisse à 100% dans le projet pour lui donner une chance d'exister et espérer réussir. Quel a été le regard de tes proches à l'écoute des premiers épisodes et quand tu as pris ta décision de faire le grand saut et de te lancer pleinement, corps et âme, dans Course Épique, ce projet qui te fait vibrer encore aujourd'hui? C'est une très bonne question. Beaucoup de bienveillance, c'est ce que je ressens d'ailleurs dans tout. Là, j'ai fait un sondage, tu vois, tout récemment sur le podcast pour essayer de préciser l'éditorial sur l'année prochaine, essayer de voir un peu selon les gens ont envie pour la suite, parce que ça pose question quand ça fait 3 ans et demi que t'es sur un format, même si j'apporte de la diversité et de la variété, on a envie d'être toujours répondre aux attentes des auditeurs. Est-ce qu'on leur apporte de la valeur toujours? Donc j'ai reçu beaucoup de messages très bienveillants encore, et ça fait chaud au cœur. Et voilà, c'est ce que j'ai ressenti aussi dès le début. Alors évidemment il y a un biais, c'est les proches, etc. Donc forcément ils te disent que c'est super, donc tu sais pas trop, mais ils ont été très aidants dans la démarche. Et puis effectivement, quand il a fallu faire le grand saut, de dire ok, maintenant ça devient mon projet à 100%, c'est sûr que il fallait pas mal de compréhension autour de moi, notamment ma compagne. Tu vois, j'ai 3 enfants, donc c'est un pari, hein. C'est comme si je lui avais dit je lance un groupe de rock et puis je t'assure on va devenir connu et puis on va pouvoir en vivre. C'est en soi un pari, et puis la route est de toute façon encore très longue, mais j'étais très bien accompagné. Je pense que ça m'a aidé aussi, ça m'a donné confiance sur le fait de pouvoir me lancer, et puis 2, ce que j'ai trouvé chouette, c'est ce qui a été noté, ça m'a beaucoup surpris par les auditeurs, c'est le travail fourni derrière, en fait. De se dire que à la fois l'angle et le positionnement que j'avais choisi semblaient trouver un public, donc ça c'était super. Et par ailleurs, noter en fait le sérieux avec lequel je faisais les choses. Et ça, pour moi, c'est aussi un truc auquel je m'astreins, de bosser, essayer d'avoir une approche singulière, différente, et voilà. Et pas compter mes heures pour bien faire les choses. Et c'est vachement agréable de sentir que c'est aussi observé autour de soi par les proches et par des auditeurs qui voient que voilà, il y a, au-delà de l'envie, il y a aussi des moyens qui sont mis pour faire en sorte que les contenus soient, espérons-le, le plus intéressant possible, quoi. Est-ce qu'aujourd'hui, quand tu prépares un épisode, tu arrives à gagner quelques minutes par rapport aux premiers épisodes que tu préparais? Est-ce qu'il y a, on va dire, des process, des mises en place qui te permettent de gagner un peu de temps, même si, ce qu'on disait un petit peu en off, ça demande quand même de la préparation, parce qu'un épisode qu'on livre sur les plateformes a été mûri, a été, comme tu l'as évoqué, préparé avec un angle, avec des questionnements qui peuvent être différents entre des invités qui sont passés sur Course Épique et également sur À côté de mes pompes. On ne va pas forcément trouver les mêmes questions, et c'est parfois même étonnant. On se dit, si j'avais su, j'aurais peut-être pu poser cette question-là, mais c'est Guillaume qui l'a posée. Comment tu fonctionnes dans cette préparation, et combien de temps ça te prend pour monter et bâtir un épisode en amont, sans parler de l'enregistrement et de la post-production derrière?
J'ai pas gagné énormément de temps entre ce que je faisais au début et ce que je fais aujourd'hui, parce qu'il y a quand même pas mal de spécifiques en fait. C'est ça qui est mon souhait aussi, et qui est un peu ce qu'impose le format que j'ai choisi, c'est que il y a beaucoup de, il y a pas tellement d'industrialisation possible, parce que à chaque fois c'est du tailor-made en fonction de mon invité. Il y a plein de petites rubriques qui m'imposent d'aller chercher à droite à gauche des choses très spécifiques, là, les petites questions d'à côté, la question qui pique, la petite question d'intro, enfin voilà, ce genre de choses. Les présentations des courses, ça m'oblige à aller chercher à chaque fois du custom, même si après voilà, et puis se plonger dans la vie d'un invité, ça prend quand même du temps. Donc tu vois, je mets entre au mieux 3 heures et au moins bien 4 heures, 4 heures et demie à préparer l'interview, je pense. À peu près, c'est le temps que ça me prend aujourd'hui. Donc, voilà, j'essaie de m'aider parfois d'outils, tu vois, de ChatGPT, pour rédiger des questions, mais pour aller sourcer de la matière, etc. Ça peut potentiellement me faire gagner un peu de temps parfois sur des idées, des anecdotes, des choses comme ça. Mais ça reste mineur dans le temps que ça me permet de gagner. Et après, la complexité, c'est que tu le sais aussi, je suis pas un média désincarné. Le Course Épique, c'est aussi Guillaume, donc moi je suis délibérément, en tout cas je me sais le mettre en retrait et au service de l'invité, mais par la force des choses, il y a une patte qui est la mienne, que les gens aiment ou aiment pas, mais les gens qui me suivent en tout cas y adhèrent, et ça c'est un truc qui se délègue pas, voilà, donc ça m'impose à moi d'être extrêmement impliqué sur toute la partie notamment éditoriale, notamment sur la partie réseaux sociaux, etc., pour un peu garder l'esprit et la tonalité de ce que je suis. Et c'est vrai que c'est difficile, ce serait logique de pouvoir déléguer une partie du défrichage, des interviews, etc. Donc j'essaie de le faire pour faire parfois un peu le gros, enfin les grosses infos clés, etc., pour avoir un premier niveau, faciliter ma capacité à me plonger dans la vie d'un invité. Mais globalement, je dois quand même y mettre ma patte beaucoup. Donc je trouve que c'est aujourd'hui pour moi le plus difficile à déléguer. Autant sur tout le reste, je fais le chemin de plus en plus et je m'entoure, et c'est génial, ça m'apporte beaucoup. Ça crée une dynamique d'équipe, mais c'est vrai que tout ce qui est réseaux sociaux, écriture des épisodes, etc., c'est un truc qui prend beaucoup de temps et qui, je pense, me demande le plus d'énergie. C'est pour moi le truc le plus difficile. Me plonger dans la rédaction d'interview, c'est le truc qui me demande le plus de jus de cerveau aujourd'hui, parce que j'essaie de me creuser la tête et tout ça, mais c'est un plaisir, mais c'est assez intense, et j'ai pas tant réduit le temps de boulot sur la préparation d'interview, pour répondre à ta question 3 minutes plus tard. Aujourd'hui, Guillaume, quand tu prépares un épisode, quels vont être les critères qui vont t'orienter vers un profil d'invité? Comment tu choisis ces personnes, que ce soit des anonymes ou des champions, hein? Ce que tu as mis en valeur, c'est que il faut qu'il y ait un invité, une course et une histoire hors du commun. Après, peu importe le palmarès ou le nombre de médailles, je dirais, obtenues par tes invités, c'est avant tout l'humain que tu places au cœur de tes épisodes. Ouais, ça va être le critère de choix principal, avec effectivement quand même cette idée, j'ai cette notion d'équilibre en tout cas que j'essaie de maintenir entre les genres de mes invités, hommes-femmes, entre les effectivement, est-ce que c'est des premiers de peloton, est-ce que c'est plutôt milieu ou que de peloton. J'essaie de vraiment bien équilibrer tout ça pour pas qu'il y ait de tunnel d'athlète élite ou de tunnel d'amateur. J'essaie de répartir à peu près bien. J'essaie de varier un peu la typologie de course aussi, enfin d'équilibrer un peu tout ça. Donc c'est un savant mélange. J'ai un listing d'invités d'avance qui est assez long, mais ça peut être bousculé par une suggestion d'un seul coup. Quelqu'un me propose quelque chose et là je me dis ok, ça c'est l'histoire qu'il faut faire là maintenant. Après voilà, la clé de la réussite, le rêve, c'est la conjonction de 3 choses. C'est la bonne histoire, la bonne personne pour le porter, et puis que moi je sois dans le coup ce jour-là aussi. Donc si on arrive à aligner ces 3 choses-là, en général ça fait un bon épisode. Il peut y avoir des variables et des variantes à ça qui font que ça marche aussi. Si l'histoire est super forte et peut-être un peu moins bien racontée, ça peut marcher aussi. Si la personne a beaucoup de bagou et que la course en soi est un tout petit peu moins folle, ça marche aussi. Donc voilà, jusqu'à maintenant, je suis quand même très très content des invités que j'ai pu avoir. À chaque fois, moi, je plonge, en tout cas, je marche dans l'histoire et je m'attache à ce qu'on me raconte, et ça marche bien, quoi. Donc j'ai pas eu de grosses déceptions jusqu'à maintenant ou d'épisodes. Je me suis dit ok. Après, c'est logique, hein. Il y en a qui sont plus forts que d'autres selon moi. Mes critères pour les auditeurs, ça va être aussi, certains épisodes dans lesquels ils vont plonger et d'autres pas. C'est aussi en fonction un peu des goûts de chacun. Mais moi, j'essaie d'avoir un socle minimal un peu de qualité. C'est aussi comme ça que j'ai développé un peu ce format, c'est de se dire que quoi qu'il se passe, quelles que soient un peu les variables, il y a quand même la puissance du format qui est au-dessus.
qui fait qu'on va retrouver ses petits. Voilà, on a ses chaussons, on sait qu'il y a telle rubrique, que là il va se passer ci, ça. Enfin, c'est assez structuré. Moi, j'essaie d'être constant aussi dans ma tonalité, dans le regard que je porte sur mes invités. Donc tout ça, ça donne une espèce de socle qui permet ensuite idéalement de le sublimer avec des belles histoires et la bonne personne pour le raconter, mais en tout cas voilà, faire en sorte que les gens passent de toute façon un bon moment. C'est moi mon critère numéro 1, c'est comme là, c'est sinon on passe un bon moment tous les deux. Il y a de grandes chances que les auditeurs qui ont choisi de venir écouter le podcast passent un très chouette moment aussi. C'est comme ça que je le raisonne à chaque fois. Alors tu as une voix relativement posée, on se sent vite à l'aise quand on écoute Course épique, et derrière tu laisses le temps à tes invités, comme j'aime le faire, de se livrer. Et c'est peut-être ça, la clé de la réussite, le fait qu'ils puissent, à un moment donné, livrer des choses qu'ils n'ont peut-être pas l'occasion de déverser sur d'autres médias. Écoute, c'est gentil, c'est vraiment ce que je cherche à accomplir en tout cas. Moi, je suis au service de cette histoire-là et au service de mes auditeurs, donc moi j'ai ce rôle de facilitateur et c'est vrai que j'attache beaucoup d'importance dès l'appel en fait de pré-interview, de créer ce climat de confiance et de bienveillance et d'expliquer à mon invité que tout se passera bien et que je suis là pour l'accompagner dans sa narration et j'ai cette chance, je pense que mes invités me fassent globalement très confiance et se libèrent en fait de façon très facile. C'est quand même quelque chose qui ressort beaucoup quand on coupe le micro et qu'on débriefe de l'épisode. Voilà, j'ai des profils parfois plus timides ou autres qui sont livrés en confiance et qui ont envoyé valser toute crainte pour pouvoir se livrer de façon très spontanée, sans calcul. Donc ça donne des entretiens qui sont puissants aussi. Je pense qu'ils livrent souvent des choses qui sont pas à raconter ailleurs parce que voilà, moi je fais en sorte de vraiment les mettre dans ce cocon autant que possible de confiance et d'être en retrait, quoi. C'est un peu vraiment l'idée principale. Au niveau de ta pratique sportive et du lien que l'on peut faire avec Course épique, est-ce que tu retrouves finalement des valeurs dans Course épique que tu peux vivre à travers les trails, à travers les compétitions que tu as pu vivre? Cette humanité, cette chaleur, cette bonne ambiance. Ouais, on retrouve ça pleinement. Moi, je trouve que l'écosystème dans lequel on évolue est génial. Ça a été une découverte pour moi. Je viens pas de ce sérail-là non plus. Donc, j'ai découvert ça il y a 3 ans et demi avec très vite des athlètes de renom qui ont été accessibles, qui sont rendus disponibles. Donc c'est aussi là, je pense, la particularité de ce bel univers dans lequel on évolue, c'est que les gens ont su, pour la très grande globalité, rester très simples et connectés à des valeurs hyper chouettes. Donc cette dimension humaine qu'on ressent chez tout un chacun, qu'on ressent aussi chez les élites, elle est hyper précieuse. C'est ce que moi aussi, effectivement, j'aime des courses, sur ces rencontres, sur le lien que j'ai aux auditeurs, les messages qu'ils m'écrivent, etc. Tout ça, c'est très agréable et puis et c'est ce qui moi m'anime, quoi, et qui fait que j'ai envie tous les jours. Et effectivement, après sur la course à pied, c'est tout un parallèle mais qui est peut-être un peu plus convenu, mais sur la vie d'entrepreneur, tu vois, qui est à un moment de faire preuve de résilience. Il y a des coups de moins bien, des moments où tu te poses la question aussi dans ton boulot de pourquoi t'es là, à quoi ça sert ce que tu fais. Donc voilà, te ramener aussi à des moments j'essaie d'appliquer aussi beaucoup de choses que je peux entendre dans mes interviews et de ce que me livrent mes invités pour m'accompagner aussi dans ma vie pro. Et sur les courses, ça me sert aussi beaucoup, mais dans ma vie pro aussi, ça peut être des sources de motivation. Essayer d'appliquer un peu tout ça et les exemples de résilience que je peux avoir dans mes podcasts à longueur de semaine. C'est vrai que ça m'aide dans plein d'aspects de ma vie, quoi, perso, sportif. Tu arrives quand même à trouver du temps pour aller courir. Comment tu organises tes journées? Parce que tu dis, je vis 24 heures sur 24 avec le podcast. Donc même quand tu pars avec les chaussures aux pieds, tes pensées sont tournées vers un prochain invité, vers une idée d'épisode, vers une prochaine saison? Ouais, c'est vrai que je pense pas, comme pour tout entrepreneur, le projet dépasse, vient prendre la place sur plein de sphères, plein de moments perso en tout cas. Donc l'entraînement, moi, oui, effectivement, je suis assez j'aime beaucoup avoir un programme, en fait, qu'on m'explique que mardi il faut que je cours de telle façon, etc. Le jeudi ça sera comme ça. Donc je me tiens bien à ça, donc je suis très discipliné et ça me structure, je pense, beaucoup dans la vie. Donc j'essaie de faire de la place effectivement dans mon quotidien pour ça. Donc c'est soit très tôt le matin, souvent avant que la journée ne démarre avec les enfants, etc. Ça démarre par nature assez tôt. Là je vais y aller à la pause déj, tu vois, aujourd'hui comme on enregistre, je vais en profiter, je suis à la maison, je vais aller à la pause déj plutôt. Mais je fais de la place en tout cas pour ça, parce que c'est essentiel, et même si ça rallonge un peu
les journées où ça, voilà, c'est comme voilà, toute personne qui s'entraîne, ça vient un peu se placer avant ou après. C'est sûr que ça fait des grosses journées, mais c'est hyper important. Et oui, c'est effectivement un lieu où je pense comme tout le monde, je reviens beaucoup mieux que quand je suis parti. J'ai plein de situations qui sont éclairées, donc il y a beaucoup d'entre elles qui sont des situations de boulot. Il y a c'est aussi un moment où j'écoute des podcasts beaucoup quand je cours. Enfin, je suis jamais sans rien dans les oreilles. Donc c'est toujours des podcasts. C'est assez rarement des podcasts de course à pied, justement pour voilà un peu m'emmener ailleurs. Donc c'est des podcasts business, culture. Enfin voilà, je varie un peu société, actu. Je varie un peu les plaisirs. True crime aussi, j'aime bien. Mais voilà, donc je suis, ça m'aide aussi moi un peu à m'évader, partir dans mes pensées et autres. Et puis ça m'aide à parfois à résoudre effectivement des questions, remettre en perspective des frustrations de boulot et se dire que la main est à leur juste place, quoi. Mais comme ça peut aider sur plein de thématiques perso, le sport peut aider aussi à un peu remettre les choses à leur bon emplacement, quoi. Alors Guillaume, entre les tout premiers épisodes de Course Épique et ceux que tu sors dernièrement, qu'est-ce qui a changé ? Est-ce que le regard est toujours le même ? Est-ce que tu as fait évoluer ta façon de voir les choses au contact, tu le disais, hein, de ces sportifs, qu'ils soient anonymes ou qu'ils soient champions ? Est-ce que tu as une vision qui est un petit peu différente ? Est-ce que ça évolue ? Tu le disais, hein, j'ai sondé ma communauté pour voir un petit peu comment faire évoluer le podcast. Comment tu as cheminé entre mai 2020 et aujourd'hui ? C'est très intéressante question à nouveau. Le cap que je m'étais fixé quand j'ai imaginé Course Épique, je le tiens toujours. Et je pense que c'est ce que les gens aiment et les choses auxquelles ils adhèrent. Donc après, elle peut prendre différentes formes d'expression et différents formats. Mais cette vision-là initiale de raconter les plus belles histoires de course à pied, quelles qu'elles soient, pour, dans le meilleur des mondes, inciter les gens à oser, encourager la pratique. C'est quand même ça le graal absolu, et c'est les plus beaux messages que je peux recevoir quand un invité me dit qu'il a rechaussé les baskets, que il a commencé par un 10 km et que là il va faire sa première diag 3 ans après, et que Course Épique a été une des composantes de ce cheminement. Bah voilà, c'est une super belle récompense. Donc je pense que tout ça a pas bougé. Et parce que moi j'ai la même envie, les mêmes velléités de raconter ces histoires-là de tout le monde et de toutes ces belles histoires de course à pied, qu'il y en a tous les jours plein qui se passent. Donc c'est un vivier sans fond. C'est aussi une question qu'on peut se poser, c'est un moment à quel moment t'as pas fait le tour de la question, et puis finalement il y a tellement de belles histoires qui continuent de se passer quotidiennement, que finalement il y a de quoi tenir. Il suffit de voir la liste d'épisodes que j'ai en stock et en projet. Il y a plein de belles choses encore beaucoup de belles histoires à raconter. Après, ce que j'ai compris, et qui m'a beaucoup aidé, c'est quand j'ai fait justement la même vague de sondage il y a à peu près 1 an et demi. Ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que le but du jeu pour moi, c'était de développer un format autour de Course Épique, donc avec des rubriques, enfin voilà, des espèces de repères pour les auditeurs qui soient très clairs. Donc ça, à la limite, enfin ça a le bénéfice de créer un cadre, et ça a la limite de peut-être parfois manquer de diversité. En tout cas, de questionner sur la répétition éventuelle de ce format-là. À quel moment quand il y a eu 200 épisodes, qu'est-ce que le 201e va raconter ou apporter de plus dans la vie de mes auditeurs. Donc ça, c'est un vrai sujet. J'ai interrogé donc ma communauté à ce moment-là, enfin ma communauté, en tout cas les auditeurs, et ce que j'ai compris, c'est que il y avait une adhésion toujours sur le format principal de Course Épique. Donc ça, c'est une adhésion très forte, et c'est encore vrai de ce que j'ai pu lire, en tout cas là il y a 2 jours, d'une nouvelle vague de sondage que j'ai faite. Donc ça, c'est génial. Mais par ailleurs, j'ai aussi compris avec le temps, en allant essayer d'autres formats, donc en faisant de l'immersion dont tu as parlé tout à l'heure. Je fais un format de nutrition avec Baptiste Chassagne, Jocelyn Guillot. J'essaie d'apporter encore la patte de Course Épique avec ce côté léger, décalé, conversationnel, et pas tellement conseil froid. Voilà. Je fais un format court qui s'appelle format pastille, qui peut être l'occasion de partir sur de l'actu, de traiter un sujet plus transverse qui a pas forcément sa place habituellement dans le format classique de Course Épique. Donc j'ai des formats de récit avec mots croisés. Enfin, toutes ces évolutions connexes au format principal de Course Épique. J'ai compris que finalement mes auditeurs me suivaient dans ces formats-là, parce que finalement c'est la façon dont je traite les choses et la personnalité que j'imprime sur ces formats-là qui les séduit. Donc je dis pas que toutes les personnes qui écoutent les formats type de Course Épique aiment Popote, mais en tout cas ils y retrouvent, je pense pas, ils disent pas c'est un autre podcast ou c'est une autre personne. Je pense qu'on y retrouve un socle qui est commun et qui est moi en fait, donc j'ai pas à travestir quoi que ce soit, et finalement c'est hyper rassurant de se dire que les auditeurs me suivent
dans cette démarche éditoriale-là, quelle que soit la forme que ça prend, globalement, ils me suivent parce qu'ils retrouvent plein de choses qui sont inhérentes à ma personnalité, ma façon d'adresser une thématique, quoi. Donc ça donne beaucoup plus confiance après pour prendre des risques et tenter des choses et se sentir moins prisonnier d'un format, en fait. Alors en termes de prise de risque, Guillaume, il y a un format qui apparaît très peu sur Course Épique, ce sont des épisodes solo, où tu pourrais te livrer. Alors il y en a eu pendant le Marathon des Sables, tu as réalisé ton récit via le podcast. Est-ce que c'est lié à ta personnalité, à une volonté de rester derrière le micro? Tu disais, c'est peut-être plus facile d'être derrière le micro que d'apparaître sur les écrans ou de se livrer. Est-ce que tu peux l'expliquer? Est-ce que il y a quelque chose de volontaire derrière ce choix? Oui, c'est un choix volontaire. Voilà, le fait de se mettre en avant, c'est pas quelque chose après lequel je cours, sans mauvais jeu de mots. En fait, j'ai pas eu le choix de le faire sur le Marathon des Sables parce que c'était pas faisable autrement. C'est-à-dire que c'était impossible de faire comme l'année précédente où j'avais suivi 3 profils différents. J'avais déjà une pression sportive importante sur le fait de réussir à finir ce Marathon des Sables, et c'est sûr que c'était une pression que je me suis mise moi-même, mais d'aller gambader sur le bivouac, de réfléchir, d'envoyer des fichiers à un monteur, de réécouter, enfin de faire des textes de description d'épisodes, enfin tout ça sur place, c'était inenvisageable. Donc finalement je l'ai un peu fait par la force des choses. Ça a été un succès incroyable. Enfin, je pense que voilà, c'est parmi les épisodes qui ont vraiment les mieux marché jusqu'à maintenant de Course Épique, donc c'était très chouette pour moi parce que c'est à chaque fois une nouvelle approche et voilà, une mise en danger un peu éditoriale de tester des nouvelles choses. On sait pas quoi. Et moi qui aime bien structurer des interviews, etc., les préparer en amont, là tu pars, tu sais, il y a rien de ce qui va se passer ne t'appartient, quoi. Tu peux rien anticiper en fait. Donc ça crée une espèce de flou artistique qui peut être un peu perturbant. Après, je pense ce que tu disais aussi tout à l'heure, quand on est dans le feu de l'action et que c'est lancé, on réfléchit plus trop et on fait ce qu'on a à faire. Et puis après, il faut trouver la façon de bien agencer un peu tout ce qu'on a vécu et de ramener ça à l'essentiel pour les auditeurs. Mais effectivement, une fois qu'on est lancé, ça va. Mais en phase amont, c'est beaucoup plus tétanisant parce que y a rien qui peut être écrit du scénario de ce qui va se passer. Donc voilà. Donc ça a été un super exercice et je suis content que les invités, les auditeurs, pardon, aient adhéré pour l'essentiel à ce format-là. Je l'ai refait là sur l'Ultra Spirit avec François Den au mois de septembre. Pareil, je l'ai fait parce que c'était trop compliqué de suivre d'autres personnes au regard du contexte de la course. Donc voilà, donc c'est pas un format, il se répétera peut-être, probablement, mais ce sera jamais en tout cas un choix 100% volontaire de ma part de mettre en avant mon aventure. Moi, je considère quand même que je suis un coureur très ordinaire, donc voilà, j'ai pas l'impression de vivre des courses trépidantes à partager. Donc, je suis très content de les partager sur les réseaux sociaux notamment, et j'ai des messages de soutien qui sont hyper chouettes. Mais c'est sûr que je me dis que c'est pas forcément les histoires les plus intéressantes à apporter aux oreilles de mes auditeurs. Je te rejoins sur ce point-là, hein. Je me considère comme un anonyme des pelotons et les épisodes solo sont bien plus difficiles à réaliser parce qu'on se demande toujours, est-ce que ce que l'on va livrer, est-ce que ce que l'on va raconter aux auditeurs va intéresser? On est parfois surpris parce que les retours, comme tu l'as dit, sont très bons de ton côté et on perçoit un petit peu mieux ce qu'a été ton expérience à travers le désert. Est-ce que, comme le disait Cyril Gauthier, donc l'organisateur aujourd'hui de ce Marathon des Sables, cette expérience t'a complètement changé? Est-ce qu'on en ressort complètement différent? Ouais. Moi, ça a été extrêmement puissant. En fait, je l'ai vécu en 2 temps. Donc, la première année 2022, j'y suis allé comme média, donc pour Course Épique. Donc, je l'ai vécu en observateur. Et je pense que la claque a été vraiment la plus forte même sur cette édition-là parce que je découvrais le désert, je découvrais ce format de course à étapes sur lequel on passe beaucoup de temps les uns les autres à se croiser, à vivre ensemble pendant une semaine, et ça c'est extraordinaire, quoi. C'est vrai que c'est très différent de ce qu'on peut vivre sur des courses qui se passent sur une journée, une nuit. Donc j'ai adoré ça. J'ai trouvé plein de gens géniaux, et puis voilà, quand t'es sensible, tu vois, la fragilité dans laquelle sont tous ces coureurs te touche et te prend aux tripes. Donc en observateur, c'était déjà extrêmement puissant. Donc oui, je suis revenu du Marathon des Sables changé. Enfin, ça m'a
posé plein de questions sur la place, sur ma place. Enfin, c'était voilà, l'impact a été extrêmement fort et ça m'a habité pendant très longtemps ensuite. Et puis ensuite est née l'envie d'y prendre part, tu vois, d'être concurrent ordinaire sur ce marathon des sables 2023, chose que j'ai faite, où là je me suis justement un peu plus armé, tu vois, pour vivre la chose avec en me concentrant vraiment sur le sportif, sur l'objectif qui était de le finir, d'aller chercher la médaille de finisher, et après d'essayer d'être un peu plus préservé émotionnellement sur l'après aussi, en connaissance de cause après ce que j'avais connu l'année précédente. Donc voilà, aussi de gérer un peu différemment tout ça, mais ça a été d'une puissance extrême encore. Je peux pas réécouter des épisodes aujourd'hui du podcast que j'ai fait. Enfin, déjà, par nature, je réécoute pas des épisodes des podcasts que j'ai enregistrés, mais j'aurais du mal à me replonger. C'est encore très sensible. C'est un souvenir que je veux pas altérer, toucher. Enfin voilà, pour l'instant, je le chéris. Il est bien au chaud et je le ressortirai en temps voulu pour le revivre, mais ce serait encore trop sensible. Je pense que ça me procurait beaucoup d'émotions et voilà, et probablement beaucoup de nostalgie. Donc je tiens ça un tout petit peu à distance là pour le moment, mais oui, ça a été ma plus grande expérience de course aujourd'hui, sans aucun doute. Sur un plan technique, dans le désert, tu avais ton propre studio nomade ? Ouais, j'avais de manière générale sur le podcast, on est quand même équipé de façon relativement légère. J'avais sur les étapes un micro très simple, un petit format de barrette très simple que j'allumais quand j'arrivais sur la ravito et autres, parce que pendant le reste des étapes, c'est vrai qu'entre les checkpoints, c'était compliqué. J'avais pas forcément la tête à ça. J'étais un peu en difficulté souvent. Et ensuite, ouais, il y avait du matériel un peu plus sophistiqué pour pouvoir enregistrer mes messages le soir au bivouac et le matin avant de partir. Et je remettais ce micro. C'est un format Zoom, c'est un format un peu plus gros, à l'équipe d'organisation qui s'occupait de l'affréter de checkpoint en checkpoint. Donc j'avais pas à le porter dans mon sac, j'avais juste ma petite barrette, ce micro que je portais, ça oui, sur moi pendant la course, mais on parle de quelques dizaines de grammes. Aujourd'hui, Guillaume, quand tu enregistres des épisodes, tu as tendance à te déplacer ou tu le fais comme on le fait aujourd'hui par écran interposé ? C'est sûr que le présentiel est 1000 fois préférable pour l'énergie et ce que ça crée comme interaction avec l'invité. Donc, c'est ce que j'ai envie de privilégier aujourd'hui. Il y a quand même un certain nombre de contraintes limitantes qui font que moi, je suis à Paris, que mes invités sont quand même souvent pas très loin des Alpes, ou en tout cas pas à Paris. Donc je reste une petite économie aussi aujourd'hui, donc je peux pas tout à fait me permettre de prendre un train toutes les semaines. Alors, en termes de temps et en termes de budget, de partir toutes les semaines interroger des gens à Montpellier, Toulouse, Annecy, Chamonix, etc. Faut que je sois un peu précautionneux là-dessus, mais j'essaie quand même de le faire de plus en plus et d'essayer de créer les conditions pour que ça puisse être fait en présentiel. Ça reste vraiment pour moi l'idéal, mais il y a malheureusement plein de contextes dans lesquels c'est pas possible. Mais oui, au-delà de la qualité technique de l'enregistrement, la dynamique est bien meilleure et c'est beaucoup plus agréable. Et une fois que l'enregistrement est dans la boîte, qui s'occupe de la post-production ? Au début, sur les premiers épisodes, tu devais être aux manettes. Tu évoquais tout à l'heure le fait de déployer des personnes qui peuvent t'apporter leur soutien technique. Aujourd'hui, Course Épique, ça représente combien de personnes qui travaillent ou gravitent autour de toi ? Aujourd'hui, là, j'ai 2 personnes qui sont permanentes autour de moi. Donc, j'ai Clara qui intervient sur toute la partie création, design, vidéo, etc. Donc, c'est un des gros sujets aussi pour moi que je muscle depuis quelques mois sur les réseaux sociaux notamment pour essayer de faire des choses plus quali. Et j'ai Lucas qui travaille en stage, qui lui m'accompagne sur la partie plus éditoriale. Voilà, une toute petite partie des réseaux sociaux sur la publication sur TikTok et YouTube, mais c'est moi qui garde la main sur l'édito et la relation avec les abonnés et les auditeurs sur les réseaux. C'est important pour moi de ne pas déléguer ça. Donc ça c'est le socle vraiment au quotidien. Ensuite, j'ai des freelances avec qui je bosse de façon constante, là aussi, avec qui on échange plusieurs fois par semaine, qui sont sur des périmètres plutôt techniques, donc qui sont des monteurs effectivement. Donc que ce soit sur mes projets Course Épique, donc effectivement j'ai monté jusqu'à il y a peut-être un an, je montais tous les épisodes. Là ça m'arrive encore d'en monter certains ou de les réécouter, de les rééditer, etc. parce que problème de timing ou autre, donc voilà, ça m'arrive de le faire encore de façon ponctuelle, mais sinon j'ai des monteurs qui bossent avec moi sur Course Épique et aussi sur les projets que j'ai par ailleurs, puisque je produis 2 podcasts à ce jour. Il y a le podcast de l'UTMB qui s'appelle Crosspass, qui est un podcast anglophone,
Voilà, donc j'ai un chef de projet qui gère aussi toute la partie technique, et j'ai le podcast de Baou, la marque de nutrition, qui s'appelle Hors Sentier, sur laquelle je travaille aussi avec un ingénieur du son qui est là pour les enregistrements et pour la partie post-prod. Donc voilà, c'est des équipes qui sont là autour de moi, et ponctuellement je peux activer des profils édito. Là je remets à flot le site, la newsletter, etc. Donc j'ai un profil édito qui m'aide aussi, Kylian, que tu as reçu il y a pas très longtemps, si je me trompe pas. Et donc voilà, donc tout ça c'est une petite équipe, et c'est alors j'allais commencer par le truc un peu le moins shiny, mais c'est un soulagement, dans le sens où c'est précieux de partager en fait cette aventure, et c'est vrai que quand on est tout seul, on est confronté à plein de questions, plein de doutes régulièrement, et on n'a pas forcément beaucoup de monde auprès de qui se tourner, donc c'est très chouette de pouvoir partager cette dynamique-là, d'être investi collectivement sur des projets. C'est extrêmement positif, ça crée une super dynamique, ça permet d'être meilleur. Enfin voilà, c'est hyper précieux. Donc je suis très content de tout ça, et je ne souhaite que ça soit que le début, quoi. Je veux vraiment toujours être garant de ce que course épique reste l'expression de ce que j'ai envie d'apporter comme vision sur la course à pied, qu'on y retrouve ma patte dans tous les points de contact que peuvent être course épique avec les auditeurs. Mais c'est sûr que être entouré, le partager, et puis tout ça pour essayer de livrer des choses meilleures, je pense que c'est une grosse ambition pour moi. Donc j'espère qu'on sera plus que ça rapidement. C'est l'idée en tout cas, pour pouvoir développer le projet, et puis que course épique vive plus fort, plus régulièrement, sans me perdre en qualité. Alors la difficulté, lorsque l'on est aux manettes d'un projet, et je le vis que ce soit sur le plan entrepreneurial ou du podcast, c'est de pouvoir déléguer et garder l'essence même de ce que tu souhaites mettre. Tu disais, j'ai une patte, j'ai une tonalité. Là, il faut que tu puisses arriver à retranscrire précisément aux personnes qui effectuent le montage ou qui composent les contenus sur les réseaux ce que tu souhaites vraiment apporter. C'est peut-être là la plus grosse difficulté. Ouais, t'as vu très juste, effectivement, c'est la plus grosse difficulté. Alors je pense qu'il y a une part de lâcher prise aussi quand on monte ce projet-là et qu'on fait tout du sol au plafond. C'est sûr que c'est difficile de un peu laisser certaines choses accepter de les déléguer. Aujourd'hui pour moi c'est vital, indispensable, ça m'apporte beaucoup de plaisir, donc il faut absolument que je le fasse. Je suis aussi en capacité de le faire financièrement là où c'était pas possible il y a quelques années. Donc c'est aussi le moment pour moi de m'entourer, et je suis quand même convaincu que avec un rôle de supervision, mais sans être complètement le nez dedans, il y a la possibilité de se faire quand même accompagner, et que une grosse partie du travail peut être déjà accomplie par des personnes qui sont meilleures que moi sur certains périmètres, et que moi là je suis un peu le garant ensuite de tout ce qui vivra au regard des gens qui suivent course épique. Mais c'est un travail effectivement que moi je dois faire sur moi, d'accepter de le faire plus, mais j'ai la conviction intime qu'il faut que je le fasse, et que c'est tout à fait approprié de le faire sans pour autant travestir l'esprit de course épique, en restant impliqué ce qu'il faut pour que tout ça soit encore cohérent avec ma vision. Est-ce que tu arrives à prendre des pauses malgré tout? Te dire, aujourd'hui, cette semaine, cette quinzaine, je vais m'éloigner un petit peu du podcast. Peut-être que pendant l'été, tu passes des épisodes un petit peu replay plutôt que de livrer des épisodes un petit peu frais. Comment tu montes justement ces épisodes saison après saison? Est-ce que tu as vraiment un calendrier qui dit, à partir peut-être du 15 juillet, là je m'occupe vraiment de ma famille et je lâche un petit peu course épique, qui va s'auto-piloter avec des replays des meilleurs épisodes, de ceux qui t'ont le plus marqué? Comment s'organisent les différentes saisons? Alors, je culpabilise un peu à faire ça, je t'avoue, à pas créer du contenu original chaque semaine. Donc, en réalité, je pense qu'il y a 3 semaines dans l'année où c'est des replays. C'est-à-dire qu'il y a 2 semaines l'été et une semaine à Noël, tu vois, ou un espèce de format best-of, ou voilà, je réfléchis. De Noël, j'avais fait des épisodes avec tous les motos de la fin qui m'étaient donnés par mes invités, donc leur devise que je thématisais. Donc voilà, essayer de repackager des contenus existants, ou sinon il y a des replays un peu plus bêtes et méchants, des épisodes qui ont effectivement le mieux marché ou qui moi m'ont le plus emballé. Donc ça reste quand même l'exception, et oui, c'est des moments où en tout cas je coupe la production, mais mon cerveau ne décroche globalement jamais de course épique. C'est très très compliqué pour moi de pas m'y consacrer dès que
dès que j'ai un peu de temps, quoi. Et c'est un piège, hein. Là aussi, j'essaie de corriger ça, mais je me dis que chaque minute que j'ai disponible, si je peux la consacrer à la course épique, en tout cas disponible une fois que j'ai bien adressé quand même les besoins minimaux de la famille et de voilà mon accomplissement social, et, voilà que je dois, si j'ai du temps libre en tout cas, que chaque minute doit être mis à profit pour développer le projet. Donc c'est un peu un piège parce que ça devient très vite tout le temps le soir, tout le temps le week-end, dès qu'il y a une sieste d'enfant, dès que voilà, ça déborde, quoi. Et mais comme j'ai pas l'impression de bosser, c'est aussi le piège, tu vois, j'aime ça. Donc voilà, c'est un peu la limite, mais j'essaie de mettre des garde-fous et surtout j'ai accumulé quand même de la fatigue et voilà. Donc à un moment ton corps dit très bien que là, il faut juste pas que tu travailles en fait. Il faut arrêter, mais ça dure ça dure quelques heures, quoi. C'est pas tellement plus que ça, mais j'ai des signaux, quoi, qui me font dire parfois que là et puis j'ai plus la fraîcheur mentale. J'ai senti avant l'été, par exemple, au mois de juillet, où j'ai moins d'allant. Voilà, quand on a fait des dizaines d'interviews sur toute une saison, c'est sûr que retrouver de la fraîcheur pour faire celle d'après, ça peut arriver qu'on ait un peu moins d'idées, voilà. Donc c'est un peu plus fastidieux et là c'est quand même un gros signal quand d'un seul coup on voit un peu tout un peu moins positivement qu'à l'habitude, c'est qu'il y a un moment il faut faire une petite coupure, pas nécessairement très longue, mais en tout cas prendre une respiration, quoi. Tu n'as jamais eu l'envie de tout stopper, de tout arrêter? C'est quelque chose qui peut être passager, mais qui après quelques heures de sommeil est vite mis de côté. Ouais, ça non, j'ai jamais eu envie d'arrêter et ce serait une triste issue pour moi. Non, j'ai pas du tout jusqu'à maintenant ressenti ça. Parce que très vite je suis quand même un grand optimiste de la vie et je me considère extrêmement chanceux de manière générale, donc dans ma vie professionnelle et puis dans ma vie. Je suis très bien entouré par ma famille, mes amis, enfin voilà, j'ai beaucoup de chance. Ma pratique sportive m'accomplit aussi, mes rendez-vous, mes courses, les gens de l'écosystème m'enrichissent et voilà, les auditeurs sont hyper présents dans le quotidien, donc tout ça fait que j'ai plein de raisons d'être hyper enthousiaste. Et que s'il y a un petit moment de flottement, je reviens très vite aux bonnes raisons pour lesquelles je fais ça. Et les gens me ramènent à ça aussi, parfois à leur insu, mais voilà, me permettent en tout cas de remettre les pieds sur terre et de comprendre à quel point c'est enthousiasmant, quoi, et à quel point je suis privilégié. Ça c'est voilà. Donc non, j'ai jamais envisagé ça, et puis je souhaite que ce moment n'arrive pas. À l'image des coureurs que tu reçois, l'abandon n'est pas la meilleure des solutions. Non, effectivement, sauf si effectivement je mets ma santé en péril gravement, mais là j'espère avoir la lucidité pour savoir me prémunir de ça. Et puis moi je pense que la solution c'est quand même beaucoup de s'entourer de bonnes personnes aussi. C'est ça qui va me permettre de aussi être moins dans des dispositions optimales et donc faire en sorte que le podcast soit aussi dans le plus pertinent possible. Au regard des échanges, Guillaume, que tu as pu avoir avec, je dirais, des centaines de coureurs maintenant, quelles émotions, quelles anecdotes tu pourrais ressortir? Celles qui seraient, on va pas donner de top 3, on va pas donner de nom de personne, mais des moments où tu as vraiment été aligné sur toutes ces valeurs. Alors, tu vas dire, je le suis régulièrement puisque je bosse pour cela, mais ces moments où tu dis, ouais, je suis vraiment fait pour ça et j'ai vraiment de la chance d'être ici avec cette personne-là pour vivre ce moment. J'ai eu le cas tout récemment, la semaine dernière, je recevais Paulette et Gaëtan qui ont fait le HMDS Alpha International Maroc. Paulette a 80 ans et avec son petit-fils et sa fille, ils ont décidé de vivre ce projet-là à trois. Enfin, c'est plutôt le petit-fils qui a l'initiative de ça avec sa maman. Et j'ai trouvé ça très touchant parce que voilà, elle a réussi ce défi-là. Et au-delà de ça, son parcours de vie d'un autre temps, en fait, d'avoir eu un enfant à 17 ans. Enfin, on a été dans une discussion qui sortait un peu du simple cadre aussi de ce qu'on peut avoir habituellement comme discussion dans course épique, parce que c'était une autre époque, donc de comprendre la façon dont elle a grandi, ses blessures béantes, comment la course à pied a trouvé sa place dans sa vie à 40 ans. On devait être en 1980, elle avait 40 ans. La place de la femme était très différente, même avant ça, elle était déjà très très complexe. Donc c'était un moment hyper intéressant où là on allait aussi, enfin l'humain derrière l'invité était extrêmement présent avec quelque chose qui était un peu singulier par rapport au profil que j'ai pu recevoir habituellement. Après voilà, j'ai des
j'ai aussi des lieux, tu vois, où je suis, c'est pas tellement des invités, mais c'est une semaine UTMB, là je suis comme un poisson dans l'eau. Je suis tout feu, tout flamme, j'adore, je butine, je passe d'une personne à l'autre, je reçois des invités que j'adore, je passe des super moments, je fais des émissions, je vais enregistrer un format vidéo, je croise des gens, on va prendre un café avec un athlète ou avec un copain coureur qui vient faire une petite course de l'UTMB. Enfin, c'est aussi ces contextes-là qui m'amusent aussi enfin voilà, sur lequel je prends beaucoup de plaisir, mais ça m'arrive au Templier, à la Diagonale récemment ça a été la même chose. Enfin voilà, j'aime beaucoup cette émulation des événements où je me retrouve dans toutes les valeurs des gens que je croise dans ces moments-là. Et c'est vrai que voilà, sortir des invités c'est difficile parce que il y a quand même un espèce de tronc commun dans lequel moi je me retrouve beaucoup quoi. Donc il y a des feelings plus ou moins marqués avec certains invités, mais ouais, j'ai toujours été fasciné par les athlètes de haut niveau quand même, je dois avouer. Donc c'est sûr que j'ai cette discipline-là que moi j'essaie de m'imposer aussi à mon échelle. C'est un truc qui me fascine aussi, donc j'aime bien avoir ces discussions-là avec eux. Et puis j'adore parler avec des gens comme moi qui ont des histoires dingues. Et voilà, je trouve ils sont quand même globalement tous très proches en termes de valeurs. Je pourrais citer vraiment beaucoup d'athlètes que j'estime beaucoup et pour lesquels j'ai beaucoup d'affection. Cette reconnaissance au niveau de l'UTMB et des autres organisations qui te permettent d'assister en tant que média à ces différentes courses, est-ce qu'il y a de ton côté une satisfaction, une reconnaissance du travail accompli? Parce que toi comme moi, nous ne sommes pas issus des écoles de journalisme, mais tu as une qualité d'écoute. D'où elle vient, cette capacité à faire ressortir des émotions, à aller chercher au plus profond des invités les questions qui découlent derrière de ces instants un petit peu magiques où l'invité est en confiance et vient livrer des choses qui sont parfois absolument inconnues. Je pense que c'est un héritage de moi, ma personnalité, qui est que le bon moyen de ne pas avoir à se raconter, c'est aussi de poser beaucoup de questions. Donc c'est des choses que je pense que j'ai beaucoup fait dans ma vie plus personnelle depuis toujours. Donc quand j'arrive à une table, je vais plutôt enchaîner les questions et pas forcément c'est aussi un moyen pour moi de pas répondre à certaines je sais pas si c'est une timidité mal placée ou autre, et j'ai pas de blessures de vie terribles, j'ai pas de secret je me sens psychologiquement stable et j'ai une vie très chanceuse. Mais c'est vrai que j'ai plutôt ce tempérament depuis toujours dans des sphères déjà personnelles d'aller d'être à l'écoute et d'aller solliciter, d'essayer de comprendre qui est à côté de moi, quoi, et son parcours de vie, ce qu'il veut bien me raconter. Et voilà. Et donc c'est aussi une façon peut-être de me protéger pour moi. Je sais pas de quoi précisément, mais il doit y avoir un petit sujet psy là-dessus à creuser. Mais c'est ce que je fais dans Course Épique et la continuité de ce que je suis personnellement et de ce que mon héritage même plutôt dans la vie. Ouais. Et de te balader, comme tu le dis, comme un poisson dans l'eau du côté de l'UTMB, ça ne fait que renforcer ta passion et ton envie d'aller chercher toujours plus des invités. Est-ce qu'il y en a que tu aimerais justement attraper, des gros poissons, des invités de renom, comme tu dis, les aduler un petit peu, être impressionné par ces sportifs de très haut niveau? Tu cocherais qui sur ta shortlist? J'ai pas une réponse hyper enthousiaste, tu vois, un espèce de fantasme. Ce que je me disais pendant très longtemps, c'est, tu vois, le jour où j'ai eu François Daen, j'ai eu Kylian, etc. Qu'est-ce que je fais après ça, quoi? Donc en fait, j'avais pas très envie que ce moment arrive. Donc j'ai eu la chance de côtoyer François là récemment pour des épisodes, notamment sur le Ultra Spirit. Kylian, j'ai eu la chance de le rencontrer pour le podcast de l'UTMB. Ce qui me travaille et ce que j'ai envie de réaliser, que j'ai quand même la chance de vivre aussi avec Courtney et Jim, Courtney de Water et Jim Wamsley que j'ai eu dans le podcast. La dimension internationale pourrait pour moi être une sorte de nouvelles ouvertures, en fait, d'aller côtoyer, d'aller interroger plus d'athlètes internationaux. Ça pourrait être des choses qui pourraient me plaire. Voilà. Donc, faut que j'y travaille, aller sur des courses peut-être aussi à l'étranger un peu plus. C'est des choses auxquelles je réfléchis. Après, il y a plein d'athlètes, honnêtement, que je suis très content de retrouver de façon
régulières avec qui je prends beaucoup de plaisir. Dès que je leur retourne un micro, j'ai repassé du temps avec Germain Granger, avec Sissi, etc. Là, pendant la Diac, c'est des gens que je retrouve de façon récurrente dans le podcast et sur lequel il y a toujours 1000 choses à raconter et c'est systématiquement des super moments. Donc j'ai aussi ce truc-là de à la fois aller explorer de nouveaux horizons, mais en même temps je prends plaisir à en retrouver certains de façon très régulière. Il y en a encore vraiment beaucoup que j'ai pas eu la chance d'interroger. Là j'ai fait 200 épisodes je pense, mais il y en a encore plein avec qui je serais ravi. Et puis aussi peut-être aller chercher des figures un peu à côté de la course à pied, en tout cas qui ne soient pas des coureurs, le faire aussi un petit peu plus. Donc il y a encore de belles perspectives de développement au niveau de course épique, en sachant que tu travailles également sur d'autres formats. Dans mon bain avec Mathieu Blanchard, tu étais également aux manettes. Il y a Aventure épique également. Enfin, il y a d'autres choses qui gravitent avec un studio de production. On peut l'appeler ainsi. Est-ce que tu peux en dire 2 mots sur la façon dont tu as cheminé pour arriver d'un podcast, d'un projet à une entreprise de production de contenu audio? Écoute, effectivement, l'élément déclencheur, ça a été incontestablement dans mon bain on a initié avec Mathieu Blanchard et puis avec All Sound qui m'a accompagné aussi sur la partie production. J'avais cette envie de raconter de façon immersive, le cheminement jusqu'à une réalisation qui est une course avec le succès ou le non-succès, peu importe, mais en tout cas de montrer tout le cheminement. Et à l'évidence, Mathieu était un parfait, incarnant pour ça. Et il était très partant. Et on a vraiment eu envie de mettre à flot ce projet-là ensemble. Donc c'était absolument génial. Olsand était le partenaire rêvé pour lui donner une forme aussi chouette. Le podcast a connu un succès incroyable. Je regardais les stats hier. Là, on a dépassé les 700 000 écoutes, ce qui est complètement, qui sont pas des chiffres standards dans le podcast, avec surtout des écoutes qui ne s'arrêtent pas dans le temps. Donc on a fini le dernier épisode en septembre l'année dernière. Donc en 14 mois, on a eu encore des centaines de milliers d'écoutes. Donc c'est un succès incroyable, intemporel. C'est aussi la beauté du podcast. Donc voilà. Donc en tout cas, tout ce projet-là autour de Mathieu m'a donné envie de réfléchir à d'autres concepts et d'accompagner des marques sur leur problématique. Et moi je crois quand même beaucoup à la puissance de l'audio pour créer des expériences hyper puissantes, d'aller capitaliser sur un temps d'attention très privilégié auprès de sa cible, parce que le podcast c'est une démarche intentionnelle, c'est pas un post qui arrive sur un feed Instagram qu'on n'a pas choisi. Là c'est vraiment je me cocoon, je vais aller écouter ce podcast, ça va me faire du bien, j'aime pas, mais en tout cas j'ai initié cette démarche là. Et quand je l'écoute, j'ai a priori, je suis concentré sur ce qui se passe. Donc, je suis en capacité de recevoir aussi des choses sur du temps long, sur de la pédagogie. Enfin, on peut me raconter plein de choses. Et il y a cette dimension très intime de l'audio. Une voix qui vient se placer dans l'oreille, c'est quand même extrêmement puissant en termes d'intimité. Donc, tout ça naît aussi d'une conviction profonde de la puissance du format audio, quoi. Donc, j'ai eu envie de faire ça avec cette idée. Enfin, en tout cas cette conscience que c'est un peu une démarche d'agence d'imaginer, d'accompagner des marques et puis d'imaginer un podcast qui va répondre à leurs besoins. Donc c'est aussi intellectuellement, moi ça me stimule, c'est aussi un complément à mon activité de course épique qui me permet de garder de la fraîcheur un peu sur tous mes projets en ayant plusieurs cordes à mon arc. Et donc c'était un peu l'idée de créer ce studio qui s'appelle Sportcast. Voilà, et puis qui arrive jusqu'à tout récemment un peu l'enrichissement de l'écosystème épique avec le lancement d'Aventure épique sur lequel je vais en fait traiter de la même façon que dans Course épique toute la thématique outdoor hors course à pied. Donc mon dernier invité c'était Steven Yarrick. Avant ça c'était un aventurier qui s'appelle Rémi Camus. J'ai eu Sam Davis qui est navigatrice qui a fait le Vendée Globe. J'ai eu Mathieu Torder qui a fait le pôle sud en 51 jours. Enfin voilà, j'ai des très chouettes invités. Et c'est beaucoup de plaisir aussi pour moi. C'est cette envie, elle est née d'un échange que j'avais avec Théo Curin au mois de mai, quadrille amputé, qui a relevé des défis incroyables de natation, traversé du lac Titicaca notamment, et à écouter son histoire. Pour moi, elle était d'une puissance inouïe, au même titre qu'une histoire de course à pied. Donc je me suis dit que c'était chouette de faire vivre aussi ces histoires, que j'avais peut-être pas la bonne coquille avec Course épique pour raconter ça, pour pas que les gens se perdent. Donc il fallait que je le silote, et c'est comme ça qu'est née Aventure épique à la rentrée, et qui est aussi c'est un petit bonbon à côté pour moi sur lequel je prends beaucoup de plaisir. Donc c'est un bébé podcast, il apprend tout juste à marcher, mais j'ai gagné du temps par la force de la courbe d'expérience de Course épique
voilà, m'aide à la fois dans la façon de le concevoir, et puis la référence course épique m'aide à avoir des invités aussi de beau calibre, alors que c'est un podcast tout jeune. Donc c'est aussi, voilà, tout ça vient en tout cas m'accomplir en complément de course épique, qui est aujourd'hui le sujet auquel je me consacre de façon la plus dédiée. Voilà, tout ça est aussi important pour moi à côté. Alors tu arrives à booker tous ces créneaux d'enregistrement? Est-ce que tu en as parfois plusieurs par jour pour permettre l'alimentation de ces contenus semaine après semaine? Non, j'en ai pas plusieurs par jour. Je l'ai jamais fait, je crois pas. Hormis sur des courses et autres, mais en temps normal, ça m'est jamais arrivé. Et c'est mon gros sujet. Ça, c'est le truc sur lequel je dois. Mais le fait de m'entourer me permet beaucoup plus de le faire aujourd'hui, mais d'arriver à anticiper un peu plus les épisodes. Je sais ce que je veux faire, mais j'ai pas nécessairement le temps de les enregistrer. Et donc, il faut que j'arrive à prendre un peu plus d'avance, parce que ma grosse crainte, c'est de me dire, ok, si mon invité est pas là cette semaine, j'ai pas d'épisode la semaine prochaine, c'est toujours un peu, la Terre s'arrêtera pas de tourner pour personne, mais en tout cas, moi, c'est vrai que c'est un truc qu'il faut que j'arrive à mieux traiter, sur lequel je suis en train de reprendre le contrôle là, depuis quelques semaines. Et c'est aussi l'idée de s'entourer, c'est pour surtout s'assurer de pouvoir sortir des épisodes, qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il neige, que je parte à la Diag, ou que je sois en week-end, ou que j'ai plein de boulot cette semaine-là, faut qu'il y ait un épisode qui sorte. Donc d'être constant dans tout ça, et en ayant l'esprit pas trop angoissé, à l'idée d'être à la pêche aux épisodes et de rusher pour les post-produire et autres. Voilà. Alors on batch parfois un petit peu, si on prend l'expression culinaire, des épisodes. Je le vis aussi quand les vacances approchent. Je sais que je ne vais pas être là pendant X jours, voire X semaines, et je sais que les auditeurs sont à l'affût. J'ai eu à une reprise un épisode qui a dû sortir en décalé, mais de quelques heures, à la suite d'un incident technique. Je sais pas si ça t'est arrivé, Guillaume. Là, c'était un petit peu panique à bord. Je crois que des gens n'ont pas couru ce vendredi matin de novembre parce que l'épisode n'était pas sorti. Donc, tu vois, on arrive quand même à être immersif dans leurs habitudes sportives. Écoute, c'est flatteur, c'est chouette. T'as trouvé là une place indispensable dans leurs oreilles. Moi, je crois pas avoir eu de cas comme ça jusqu'à maintenant, mais ouais, j'ai vraiment des auditeurs qui sont très compréhensifs. Tu vois, quand ça arrive l'été, justement, pour revenir à ça, ils me disent tous, tu peux faire une coupure, pas de scrupules, on t'attend, quoi. On sera là quand tu reviendras. Quel est le profil d'ailleurs des auditeurs de course épique? Est-ce que tu arrives à le cerner? C'est globalement 25-44. C'est quand même des gens. Ouais, c'est relativement équilibré entre des gens qui tâtonnent dans la course à pied, et puis des gens qui sont plus férus de course à pied, et qui courent pas mal de fois dans l'année, et qui portent des dossards pas mal de fois dans l'année. J'ai pas mal de grandes villes quand même, comme lieu d'écoute de façon dominante. C'est un peu plus masculin que féminin, mais c'est pas, c'est 60-40, donc c'est relativement équilibré. Et ouais, globalement, c'est à peu près ça le profil de ce que j'en sais. En ce qui concerne la monétisation dont tu parlais tout à l'heure, tu as été donc sollicité pour ce podcast lié à l'UTMB. Tu as réalisé le podcast donc avec Mathieu Blanchard. Beaucoup d'auditeurs, je pense, attendent une deuxième saison ou une suite. Ça n'a pas dû être facile de couper. Mais pour cette partie monétisation, comment tu as fonctionné? Tu disais avoir donc bénéficié de la plateforme Acast qui t'apportait donc des campagnes qui étaient peut-être choisies. Je ne sais pas trop comment cela fonctionne, donc tu vas pouvoir nous en dire un petit peu plus. Mais par la suite, tu as peut-être été démarché des entreprises avec un renom un petit peu plus important pour sponsoriser ou être accueilli sur le podcast Course Épique. Écoute, la démarche, elle est effectivement double. C'est soit je fais l'initiative, soit on vient à moi. Les personnes en capacité de commercialiser aujourd'hui Course Épique, donc de vendre de l'espace, c'est Acast ou moi. Après, il y a toujours effectivement un choix de si c'est un partenaire qui arrive par Acast. La première question qu'ils me demandent, c'est est-ce que tu es partant pour le faire? Donc il y a quand même est-ce que t'es dispo, est-ce que t'es partant sur cette période, donc ça se fait en bonne intelligence et on travaille bien ensemble, donc ça c'est chouette.
le premier qui trouve un partenaire sur une période, c'est lui qui emporte la timbale. C'est comme ça qu'on construit les choses. J'ai la chance d'avoir quand même des partenaires pérennes là depuis 1 an et demi, où j'ai chaque impression aujourd'hui de course épique est monétisée, donc chaque écoute aujourd'hui j'ai un partenaire, donc ça c'est pour moi indispensable. Je pourrais pas faire sinon ce que je fais aujourd'hui, donc voilà, donc c'est essentiel pour permettre le développement du podcast aussi. Et donc voilà, donc je fais soit des formats publicitaires, donc les messages qui sont en amont de mon podcast, donc on appelle des host threads, où c'est l'hôte du podcast qui incarne les valeurs du partenaire par un message personnalisé. Soit je fais des formats de co-branding, où c'est vraiment le partenaire est intégré directement dans l'épisode et dans un certain nombre de questions qui vont les mettre en lumière. Et puis après, il y a effectivement des cas comme dans mon bain, où là il faut monter un financement, il faut aller chercher un partenaire, pitcher une idée, montrer patte blanche sur la prod, et ce qu'on a l'intention de faire et en quoi ça répond aux enjeux de ce partenaire-là, et puis chercher un financement pour pouvoir développer une nouvelle saison ou un nouveau projet de podcast. Donc c'est globalement comme ça que ça se structure. Donc tu as toujours le dernier mot sur les annonceurs et les inserts publicitaires qui viendront sur les différents épisodes de ton podcast. À aucun moment, on trouvera quelque chose qui n'est pas en accord avec tes valeurs. Ouais, exactement. Si tu veux, il y a notamment sur les formats audio qui peuvent être réservés, c'est un peu techniquement programmatique par des annonceurs, qui sont des formats qui sont assez rarement dispo chez Course Épique, parce que les espaces sont achetés en général sur des formats host-thread dont je parlais. J'ai une liste de catégories que je peux bannir en gros, donc si je veux pas de tabac, je veux pas d'alcool, je veux pas de choses comme ça, il y aura jamais d'annonceurs de ces catégories-là. Après, peut y avoir parfois ponctuellement un annonceur qui va tout à fait. Je connais pas. En fait, je connais pas en temps réel sur certains formats, sur les formats pub traditionnels, qui annoncent. Donc, ça peut être un truc sur lequel je suis pas tout à fait aligné. Mais en tout cas, je suis en capacité moi de bloquer des industries pour lesquelles je souhaite pas avoir de messages publicitaires. Alors, c'était une question pour le podcast À côté de mes pompes. Qui faire entrer et comment justement les intégrer sans dénaturer tout ce que l'on peut, entre guillemets, mettre en place. Donc là, je pense qu'il y a des choix. Et ce que tu disais, je bannis certaines catégories et j'autorise plutôt certains partenaires qui, de près ou de loin, vont avoir un lien avec la thématique du podcast. C'est un savant équilibre à monter de façon à garder quand même toute la fraîcheur et l'essence même de nos contenus. Absolument. Ouais, c'est un équilibre compliqué à trouver entre une réalité économique pour pérenniser sa boîte et puis en même temps un alignement avec les valeurs. C'est sûr qu'on est sur le fil. Ouais. Alors en termes de développement, Guillaume, vers quoi tu vas tendre sur l'année 2024 si on bascule déjà dans une année supplémentaire? Qu'est-ce que tu veux mettre au menu des auditeurs de Course Épique? Écoute, au regard du sondage là, j'ai quand même beaucoup plusieurs centaines de répondants, donc ça permet d'avoir une vision quand même assez claire. Je suis conforté dans le format tel qu'il existe, principal. Après, moi, j'ai vraiment des velléités de positionner Course Épique comme un média global, donc vraiment l'audio reste au cœur, mais d'être plus fort sur YouTube, d'être plus fort sur les réseaux, d'être meilleur sur TikTok aussi, enfin voilà, de créer des expériences contenu plus holistiques où finalement la marque Course Épique vit avec son esprit, quel que soit l'endroit où on a décidé de vivre avec. Donc voilà, c'est vraiment de muscler cette approche de contenu plus globale, en perdant pas de vue la vision de ce que je cherche à faire. Mais donc voilà, donc c'est ça quand même les gros mouvements, et c'est un peu ce que j'ai initié, le sens du recrutement aussi de Clara avec moi sur la partie vidéo et autres. C'est vraiment d'être encore plus puissant sur cette partie-là et d'installer la marque globalement. Donc ça, c'est déjà un beau gros chantier qui est, je pense, essentiel pour aussi continuer de donner de la valeur à la marque Course Épique. Ça, c'est important. Valeur perçue, j'entends. Et donc voilà. Et c'est notamment, voilà, j'ai développé cet été là des premiers formats purement vidéo. Studio Épique, où on est venu me chercher pour la marque en fait, pour ce qu'elle est et pour ce qu'elle véhicule comme valeur, et donc c'était chouette pour moi de voir que Course Épique pouvait vivre aussi, s'affranchir un tout petit peu du podcast et aussi vivre en propre sur deux canaux de distribution. Donc voilà, donc l'idée c'est quand même de vraiment étendre tout ça, de développer des nouveaux formats aussi, donc à la fois sur l'audio, donc ça c'est aussi assez central, et je planche aussi pas mal là-dessus pour aussi continuer à étoffer.
Voilà, ça va être quand même beaucoup ça, continuer à faire grandir Aventure Épique par ailleurs. Et puis voilà, ça va être vraiment plus une approche média globale, en tout cas sur Course Épique. C'est vraiment ça l'ambition, et avec des formats que je vais développer. J'ai pas mal d'idées en tête pour densifier en tout cas le dispositif. Et sur un plan sportif, est-ce que tu as des objectifs accrochés à ton calendrier ? Parce que tu disais tout à l'heure en début d'épisode qu'il te fallait un programme pour pouvoir avancer dans ta pratique au quotidien. Qu'est-ce qu'il y aura ? Du trail, de la route ? Il y aura les deux. Dans le meilleur des mondes, ce que j'aimerais faire, c'est un 80, je pense, l'année prochaine. Donc peut-être les Templiers, si je suis pas à la Diac, c'est un sujet de discussion, mais ça pourrait être mon objectif majeur sur trail. Je ferai, j'espère, l'OCC aussi cet été. Moi j'ai fait la MCC cette année, donc OCC ce serait super. J'espère être à la Maxi Race. Je serai sur le Ventoux sur le format 29. Donc voilà, plein de jolies petites courses. J'essaie de pas démarrer trop tôt dans la saison pour pas être carbonisé là comme je le suis en fin d'année. Et oui, et j'ai la chance de faire le marathon Paris 2024, le marathon pour tous. Donc j'aurai de la route. J'espère bien être aussi au Semi de Paris, qui est une course que j'aime bien. Enfin voilà, je prends du plaisir à être sur la route aussi occasionnellement. Je trouve que ça apporte aussi pas mal de variété. En fait, c'est rafraîchissant. Donc je prends plus de plaisir sur le trail, mais là c'est des rendez-vous. Enfin le marathon pour tous, c'est une chance aussi dingue de pouvoir vivre ça. Donc ça va être globalement ça, je pense, pour l'année prochaine. Je m'interdis pas de rajouter des choses ou de faire évoluer un peu tout ça, mais idéalement à me tester sur un format 80 et puis des jolis trails de 40, 50, 60 et puis vous saupoudrez ça avec un petit peu de route et ce sera parfait. Peut-être un HMDS aussi, comme il a été annulé en Égypte. Là, je devais être en Égypte cette semaine. Peut-être un half marathon des sables aussi à définir. Si on prend un peu de recul sur ces médias, ce podcast, ce monde finalement de l'audio qui se développe à vitesse grand V, comment tu considères d'autres podcasteurs qui sont dans la même lignée que toi ? C'est-à-dire que je fais partie de la catégorie running, tu en es également un des leaders. Est-ce que tu les vois comme des concurrents ou plutôt comme des collègues qui font grandir ce média semaine après semaine ? Moi, je les vois comme des collègues. En fait, je pense ma conviction première, c'est qu'il y a de la place pour tout le monde parce qu'on va chacun traiter les choses à notre façon et on en parlait aussi un peu en off avant l'enregistrement. C'est vrai que je pense qu'il y a chacun a son positionnement et sa façon de raconter des histoires. Moi, je me réjouis de voir que le running captive à ce point-là. C'est génial de voir que, en tout cas, la part de voix du running sur les podcasts de sport aujourd'hui est immense. Je pense qu'il y a beaucoup plus de podcasts très solides en course à pied que dans le foot ou dans d'autres disciplines qui ont plus pignon sur rue. Donc ça, c'est génial. Donc je pense que tout le monde contribue à ça et qu'on a tous à y gagner et qu'on trouvera tous chacun notre place et des partenaires pour nous accompagner. Je crois pas que tout ira dans une seule paire de mains. Par ailleurs, on milite tous aussi et on contribue tous au développement de l'audio et cette adoption par le grand public sur lequel il y a encore un peu de chemin à faire. Il y a à peine 40% des Français aujourd'hui qui qui écoutent des podcasts natifs de façon régulière. Donc ça nous laisse aussi une belle population à aller chercher encore et le taux de notoriété est pas tellement plus élevé que ça. Donc c'est chouette de se dire qu'il y a un bassin encore à aller chercher et donc je pense qu'à nous tous on œuvre pour ça et qu'on va créer ce cercle vertueux. Donc voilà, je pense que chacun a sa place, sa façon de traiter les choses. On a tous à œuvrer pour les mêmes choses et qu'on va chacun trouver notre place. Et tout ça, c'est au bénéfice de la course à pied et de la pratique. C'est aussi ça qu'il faut voir, c'est que on a presque un rôle sociétal et de santé publique, quoi. C'est ça qu'on cherche à faire, c'est donner envie aux gens de pratiquer, leur donner des clés pour avoir confiance en eux, pour oser, pour progresser s'ils en ont envie. Donc je pense que c'est une belle mission qu'on peut se partager tous sans problème. Alors Guillaume, moi j'avais une dernière question, c'est la traditionnelle du podcast À côté de mes pompes. Alors ça va être compliqué parce que tu m'as dit que 24 heures sur 24 tu pensais course épique, mais quel serait pour toi un instant où tu es à côté de tes pompes et où on délaisse un petit peu le sport ? Qu'est-ce que tu aimes faire quand tu n'es pas derrière ton micro ou à composer des épisodes ou des contenus pour ce média avec course épique ? Très facile, les concerts. C'est ce qui m'a manqué le plus pendant le confinement.
Et c'est ce que je prends un plaisir infini à vivre et je décroche. La musique de manière générale, hein, je peux avoir des moments dans la journée d'espèce de flow, tu vois, global où je suis dans ma musique et je suis loin et je me sens bien et j'ai envie de partager les morceaux et je suis dans un truc euphorique, quoi, qui peut même parfois me faire prendre des décisions un peu hâtives parce que je suis tellement dans mon truc et d'un seul coup je déclenche des choses qui sont peut-être un peu un peu trop prématurées. Mais ouais, les concerts, c'est le truc qui aujourd'hui me porte, me fait j'ai pas l'esprit à autre chose que ce que je vis pendant les concerts. C'est avec des potes, c'est avec une bière, c'est tout ça. Donc moi ça me procure un plaisir fou. J'adore ça. Eh bien, un grand merci Guillaume d'avoir accepté l'invitation du podcast À côté de mes pompes aujourd'hui, de te livrer sur l'envers du décor de Course Épique, puisque on te connaît à travers les interviews, mais là c'était une découverte de l'hôte de ce podcast. Rappelle-moi et rappelle aux auditeurs par quel biais on peut retrouver Course Épique avec peut-être le jour de sortie également pour qu'ils puissent s'abonner et découvrir ces nombreux épisodes. Alors, Course Épique est disponible sur toutes les plateformes classiques, donc Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast, tant que ça existe encore. Je sais pas si tu as vu que Google Podcast allait disparaître. Voilà, l'ensemble des plateformes d'écoute. Si vous n'avez pas ces plateformes-là, également sur YouTube, ou sinon, on peut trouver sur le site un player qui vous permet d'écouter aussi le podcast si vous n'avez pas de plateforme de streaming. Et c'est un nouvel épisode tous les mercredis. Donc, il y a des formats qui pop de temps en temps dans la semaine, mais en tout cas le standard c'est un rendez-vous tous les mercredis matins à 5h du matin pour si vous courez tôt, ce sera parfait. C'est tous les mercredis. Eh bien merci Guillaume, et puis je te souhaite une belle fin d'année 2023 et rendez-vous en 2024 pour ces beaux projets. Merci beaucoup Sébastien, c'était un très chouette moment. Merci pour tes questions vraiment hyper pertinentes. C'était un chouette échange. Merci Guillaume, et pour les auditeurs, je vous retrouve la semaine prochaine ou dès mercredi si vous voulez écouter Course Épique. C'était un épisode un peu inside et à l'envers avec un hôte brillant, Guillaume Lalu du podcast Course Épique, et je vous souhaite une très bonne semaine. J'espère que cet épisode avec invité vous aura plu. Je vous remercie infiniment de votre écoute. Pour faire remonter le podcast dans les classements, je vous invite à laisser une petite évaluation sur Apple Podcast, 5 étoiles, un petit commentaire, ça me fera énormément plaisir et vous permettrez au podcast d'être remonté, diffusé, déployé sur ces différentes plateformes de façon plus importante encore qu'il n'est actuellement. Et puis je vous invite à me retrouver sur les différents réseaux, Facebook, Instagram. Laissez votre petit message, votre commentaire, ça me fait plaisir d'échanger avec vous. Si vous avez des questions, si vous voulez échanger sur quelconque sujet en lien avec la course à pied, mais pas que, parce que le sport c'est une philosophie de vie et c'est une passion qui nous anime de façon commune, donc n'hésitez pas à venir échanger avec moi. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes.